diaporama, c'est ça, hein? Voilà. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Mensa Poitou-Charentes. Aujourd'hui, nous accueillons Serge Brett-Morel qui va nous présenter sa conférence sur l'origine historique du seuil des 2%, définissant le HQI. Serge, c'est à toi. Eh bien, bonjour à tous. Je suis en train de gérer les... Voilà, c'est bon, c'est parfait. Donc, je disais bonjour à tous et bienvenue pour cette intervention. C'est la deuxième fois que je la donne. Et donc, je l'ai un peu complété par rapport à la dernière fois. Donc, j'espère que ça sera encore mieux, plus intéressant encore. Et on va s'interroger sur l'origine historique du seuil des 2% qui permettent de définir, grosso modo, le HQI, le haut quotient intellectuel. Sachant que dans les milieux qui s'intéressent à ces questions-là, c'est une question assez courante, hein, assez récurrente. Et donc, eh bien, je vais vous parler de ça. Et pour commencer, comme je le disais, cette intervention, je l'ai donnée en février à l'Udiver, donc notre réunion annuelle d'une semaine pendant les vacances de février. Et ben, j'en profite donc pour remercier Agnès encore une fois, et puis ben, Mensa Poitou-Charentes pour leur invitation. J'espère que ça va être aussi intéressant que ça avait été en février. Et qui suis-je pour commencer? Parce que, bon, je vais le dire comme ça. Donc, moi, je suis donc un Mensan, hein, déjà, depuis 1998, si on veut. En fait, je suis revenu dans la sauce en 2010 et je suis très investi dans la promotion de l'esprit critique et de la démarche scientifique. Et donc, vous pouvez me trouver beaucoup sur les réseaux et sur YouTube en tant qu'astrosept, c'est le sceptique de l'astrologie, parce que j'ai la particularité d'être un ex-astrologue. Et je suis sorti. Là, quelqu'un qui parle. Alors, s'il vous plaît, excusez-nous. Alors, attendez, désactivez le son. Ceux qui sont présents et qui parlent, merci de couper vos micros. Enfin, pourtant, tout le monde a le micro coupé. Non, quinte. On va couper, excusez-nous, Soit c'est désactiver. une coïncidence, soit c'est ce que je disais qui a provoqué la foule. Je ne sais pas, j'espère que non. C'est drôle. Vas-y, je t'en prie, excuse-moi. Alors, bah, je continue où je reprends. Donc, je dis, j'ai la particularité d'être un ex-astrologue. J'étais dans l'astrologie il y a une vingtaine d'années. J'en suis sorti en essayant de la prouver. Je l'ai un petit peu raconté déjà à Mensa. J'ai donné déjà des interventions pour Mensa et puis ailleurs. Vous pouvez en trouver des dizaines, en fait, sur YouTube que j'ai données. Et ça m'a amené à m'intéresser à ce qu'on appelle la pensée critique, donc qui permet de définir l'esprit critique. Et la pensée critique, si on veut, c'est un petit peu un ensemble de méthodes et de méthodologies qui permettent un petit peu d'interroger les connaissances en leur posant la question simple qui est eh ben, comment ces connaissances ont-elles été établies, comment ont-elles été prouvées, comment ont-elles été pensées, quelle a été leur évolution historique, etc. Donc c'est vraiment passionnant. Et donc, si on entre dans l'intervention même, si vous allez sur le site, par exemple, de Mensa France et que vous allez dans nous rejoindre, on va vous expliquer que pour être admis à Mensa, eh bien, il faut obtenir un score dans les 2% supérieurs de la population générale à un test d'intelligence générale. La preuve de ce score pour adhérer à Mensa peut se faire de deux manières. Donc, pour entrer dans l'association, soit on va passer des tests organisés par Mensa, soit on envoie un dossier à notre psychologue national qui va en fait déterminer si vous pouvez rentrer ou pas. Et donc, quand on parle d'intelligence, je précise les choses puisque la vidéo sera ensuite en ligne, donc accessible au grand public. On parle de l'intelligence au sens psychométrique du terme, c'est-à-dire plus ou moins une capacité à réussir des tests qui n'ont pas été, qui ne sortent pas de nulle part. Il y a toute une histoire des tests. Et, et donc, on ne parle pas d'intelligence, le bien, le mal, faire le bien autour de soi, ce genre de choses. Ce n'est pas tout à fait la même chose, même si ça peut être inclus dedans. Et donc, dans le monde, Mensa, c'est aujourd'hui 140 000 membres. Donc, je mets un point d'interrogation parce que je ne suis peut-être pas à jour et il y a un petit moment que je vois ce nombre déjà. Mais en tout cas, ça donne une idée de l'ordre de grandeur. Et donc, ben, la question que je vais reposer aujourd'hui, et vous verrez que j'ai une source un petit peu nouvelle à apporter, historiquement, peut-être que d'autres l'ont déjà traité, mais en tout cas, je l'ai vu nulle part. Pourquoi 2%? Pourquoi, en fait,
déjà, pour rentrer à Mensa, il faut être dans les 2% supérieurs de réussite au test d'intelligence. Et puis, ben, pourquoi ce 2% est un petit peu partout dans les médias? Donc ce 2%, c'est quelque chose qui est un petit peu admis. Et puis on sait que bah, c'est pas quelque chose de très carré, que c'est un peu arbitraire, voire même beaucoup. Mais en fait, d'où ça vient ce 2%? Et donc, je veux vraiment préciser tout de suite que je ne suis pas psychologue. Je ne suis pas un professionnel des tests de psychométrie ou ce genre de choses. Je ne suis pas non plus historien de la psychologie. Donc vraiment, je me suis intéressé à ces questions il y a quelques mois, enfin à ces questions. Je m'intéresse à ces questions depuis des années, mais à celle-ci en particulier il y a quelques mois, parce qu'il y a longtemps que je me la posais et je n'étais pas satisfait des réponses que je trouvais ici et là. Je vais en parler un peu plus loin, mais ce n'est pas une conférence universitaire ou ce genre de choses. Donc moi, mes spécialités, c'est plutôt l'histoire et la pensée critique, un petit peu comme je l'ai dit, et notamment s'intéresser aux différentes étapes qui ont mené à des connaissances, des concepts, ce genre de choses. Et c'est un petit peu ce qu'on va faire ici. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, d'où sortent ces 2%, dans la presse aussi ou ailleurs, on entend parler aussi des 2 sigma qui permettent de définir les personnes qui sont à haut quotient intellectuel. On va vraiment parler de ces choses-là dans les minutes qui viennent. Et donc, ces 2 sigma ou écart-types ou déviations standards dans les résultats des tests, ben en fait, c'est la même chose. Et pourquoi on parle de sigma, par exemple? Ben, tout simplement parce que c'est la lettre qui permet de calculer ce qu'on appelle l'écart-type. Et donc, si on regarde en fait comment se répartissent un petit peu les résultats des tests de QI quand on en fait un grand nombre, quand on regarde des milliers ou voire plus de tests, on peut les répartir de 2 manières différentes. Donc, pour aller très vite là-dessus, on définit arbitrairement la note de 100 comme le nombre du milieu, on va dire, de tous les résultats, ce qu'on appelle la médiane. Et à gauche, on a des quotients intellectuels inférieurs à 100 et à droite, supérieurs à 100. Et il se trouve que mathématiquement, on répartit ça selon ce qu'on appelle une loi normale. Et la loi normale, on ne trouvera pas dans les détails, c'est la courbe. Vous pouvez voir mon curseur, c'est la courbe qui est ici, qui est en cloche, enfin, c'est une courbe. Et donc, les répartitions sont telles que, c'est ce que je voulais indiquer tout de suite pour commencer, quand on va de 10 en 10, quand on monte dans les points de QI, en fait, on n'a pas le même nombre de personnes qui se situent dans ces dixièmes. L'essentiel de la population a un quotient intellectuel vraiment aux alentours de 100. Et déjà, entre 90 et 110, on a la moitié de la population. Et puis après, sur les côtés, on a 16% qui ont entre 80 et 90. Et à l'inverse, de l'autre côté, symétriquement, entre 110 et 120, on a aussi 16% de la population. Donc on a ces répartitions qui font que plus on va sur les côtés de la courbe, et moins on a de monde. Ce qui veut dire que ça a commencé comme ça au départ, en dessous de 70, les personnes qu'on essayait de détecter comme intellectuellement déficientes, notamment pour pouvoir les aider à l'école, eh bien, elles sont de ce côté, elles sont 2,2%. Mais symétriquement, il se trouve que de l'autre côté, on a aussi des personnes qui, elles, répondent très bien au test et qui vont dépasser notamment le score de 130. Et elles sont aussi 2,2% ici. Ça, c'est si on regarde simplement les nombres de QI. Et maintenant, si on parle de ce fameux écart type, Excusez-moi, on a perdu le diaporama. On a perdu le partage d'écran. vous n'avez pas le diaporama? Ou Non. est-ce qu'il n'y a qu'une On personne? l'avait il y a peu de temps, mais là, tout à coup, il n'est plus là. Moi, je l'ai encore. Ah Bah, bon? ça doit dépendre des gens. Moi, j'ai rien touché. Ah, Je l'ai- OK. moi, je l'ai aussi, Raymond. OK, Ouais. c'est curieux. OK, on va laisser continuer. Je suis désolé. Et donc, si on donne toujours la même courbe, mais avec aussi les QI, mais qu'on regarde cette fois-ci ce qu'on appelle les écarts-types, donc je ne vais pas faire ce que j'ai fait en février, à savoir expliquer comment on calcule l'écart-type ici, mais en gros, c'est en moyenne comment les résultats se répartissent autour du nombre 100. Et donc, l'écart-type, c'est l'écart moyen. En moyenne, il y a un certain nombre de personnes qui sont de chaque côté. Et donc ici, je ne l'ai pas indiqué, mais en général, les courbes qu'on observe, elles sont basées sur un écart type, avec la lettre sigma ici, de 15 points. C'est pour ça que de 100 à 115, on a un écart type, et de 85 à 100, on en a un autre.
Et donc, si on regarde les répartitions simplement par rapport aux écarts types, eh bien, autour de 100, on a 68% de la population qui est entre 85 et 115 de QI. Et puis après, on va avoir de chaque côté le reste, c'est-à-dire 13 plus 2 et quelques de chaque côté. Et donc, arbitrairement, parce que là, on est vraiment dans les mathématiques, on n'a pas d'explication biologique pour ça, par exemple, on peut se dire, eh bien, quelles sont les personnes qui se trouvent au-delà de un écart type sur la courbe, et puis ben, celles qui se trouvent à partir d'ici au-delà de 2 écarts types, d'où les 2 sigma et les 2% aussi des personnes qui réussissent les tests avec ces scores supérieurs à 130. Et puis on peut aller à 3 écarts types, 3 sigma. Donc là, elles sont très très peu nombreuses, c'est à peu près 1 sur 1000 si je ne me trompe pas. Et c'est à peu près aussi de l'autre côté de la même manière. Les mêmes nombres, mais en fait, ça c'est théorique, parce que dans la réalité, c'est un tout petit peu différent. Mais grosso modo, ça marche comme ça. Donc les 2%, les 2 sigma, ils viennent de là. Il y a très peu de personnes qui réussissent les scores, il y a à peu près 2%, il y a 2% des personnes au-delà de 130. Et donc, les sigmas, ce sont des déviations, des écarts par rapport à 100. Ça permet de classer les gens, c'est juste pour faire des classements. Et donc, ben, la question générale, c'est pourquoi 2%? Pourquoi est-ce qu'on a mis une limite ici? Puisque, comme je l'ai dit, c'est arbitraire, en fait, ce sont des formules mathématiques. Pourquoi 2%? Pourquoi pas 3%? Pourquoi pas 1% pour le seuil du HQI? Donc, c'est la question que je vais poser tout au long de cette intervention. Alors donc, il y a longtemps que je me pose aussi cette question. Je ne suis pas satisfait des réponses que je vois ici et là. Et comme j'ai la chance dans mes interventions autour de l'esprit critique de croiser pas mal de chercheurs, j'ai demandé à des psychologues, des chercheurs que je connais, qui eux se sont intéressés, ben, sont même des spécialistes, soit du quotient intellectuel, soit de la recherche, soit de l'histoire, sont vraiment intéressés à ces choses-là. Et donc, ben, d'où viennent ces 2%? Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez ces noms. Franck Ramu, qui est un enseignant à l'École normale supérieure de mémoire à Paris, qui, donc hop, je vais utiliser mon curseur, Franck Ramu. Je vous conseille vraiment sur YouTube une de ses conférences qui dure 1 heure sur qu'est-ce que l'intelligence, où il explique vraiment un petit peu tout, comment dire, tout ce qu'on sait sur la manière d'aborder la chose en psychométrie, et donc comment on qualifie l'intelligence, quels sont les résultats, ce genre de choses. Enfin, vraiment, c'est passionnant. Sur la chaîne de l'AFIS, l'Association française pour l'information scientifique, Stéphanie Aubertin, c'est une autre personne qui, elle, fait passer des tests et qui est psychologue aussi, et qui, pareil, je vous encourage vraiment, si ce n'est pas déjà fait, à aller sur la chaîne Méta de Choc, où elle a donné un long entretien à propos des notions d'intelligence. Et puis Nicolas Gauvry aussi, qui est assez connu dans le milieu, qui est aussi un psychologue et mathématicien, qui lui est souvent intervenu à Mensa, et qui a notamment publié un livre qui s'appelle Les surdoués ordinaires, et là récemment, qui vient de publier une somme, parce qu'il a dû diriger un gros travail là-dessus. Donc ces 3 personnes, je leur ai posé la question d'où viennent les 2%, et grosso modo, ben, on ne sait pas. Alors il y a aussi une autre personne à qui j'ai demandé, donc je t'ai inclus un Didier, encore une fois, Didier Nakache, qui s'intéresse aussi beaucoup à ces questions-là. Et c'est vrai que ben, les réponses qui reviennent souvent, c'est l'histoire des 2 sigma. C'est-à-dire, eh ben oui, avec la courbe, on a 2 sigma, donc ça pourrait expliquer pourquoi, au-delà de ces 2%, on retient une limite qui est en fait mathématique simplement. Si on va sur le site internet de Stéphanie Aubertin, ce qu'on peut lire, c'est que dans la littérature scientifique est communément admis un seuil de quotient intellectuel total de 130, correspondant donc à 2 écarts types au-dessus de la moyenne. Ce seuil a été choisi pour 2 raisons principales. Le seuil de la déficience intellectuelle a été situé à un quotient intellectuel total inférieur à 2 écarts types de la moyenne, la partie gauche de la courbe que je montais tout à l'heure, et par symétrie, c'est ce que je disais, le seuil du haut potentiel intellectuel, donc les quotients intellectuels au-delà de 130, eh ben, sont de l'autre côté, c'est-à-dire avec 2 écarts types en moyenne. Donc c'est une justification qu'on trouve, mais comment dire, de ce que j'ai vu, ce n'est pas une explication officielle. On ne peut pas dire en 1973, on a décidé que, par exemple. Et donc elle ajoute, comme il s'agit d'une variable continue, les différences observées par rapport à la moyenne sont alors suffisamment importantes pour devenir des performances rares. J'ai oublié de souligner. Donc le mot rare, c'est juste que, ben oui, quand on est dans les 2%, c'est rare. Mais c'est quand même très faible comme justification. Alors, son but, c'est pas d'expliquer vraiment les choses, hein, c'est de dire, ben,
pourquoi est-ce qu'on est à 130, voilà les explications qu'on peut donner, mais il n'y a pas de justification très forte finalement, à part mathématiques. Ah oui. Donc, on retrouve ben voilà, les origines que je viens de décrire, et finalement, on a l'impression que c'est un peu par commodité que les deux sigmas ont été retenus. Et puis, ben on peut déjà commencer à poser la question, hein, où commence le rare vraiment? Est-ce qu'à 2 sigma, c'est rare? Est-ce que c'est pas à 3 sigma quand on est un petit peu plus loin sur la courbe et que là, il n'y a plus qu'une personne sur 1000 de chaque côté? Là, c'est vraiment rare. Donc, c'est assez discutable en fait. Et donc, ces 2%, en fait, je pense que tout le monde reconnaît qu'ils sont arbitraires. Donc, on les retient, on le justifie mathématiquement, très bien, mais au-delà de ça, et donc, ben, pour ceux qui ne connaissent pas, je voudrais qu'on aille voir du côté de la courbe, et puis qu'on aille s'intéresser un petit peu à ce qui se passe ici. Mathématiquement, on a la courbe qui monte, qui redescend, et est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ici? Donc, souvent, en fait, c'est ce que discute Franck Ramu dans ses interventions, on a beaucoup de gens qui pensent qu'au-delà de 130, peut-être que les gens sont différents, pensent différemment, ont un cerveau différent, etc. Est-ce que ça se voit dans la courbe? Alors, si on zoome un petit peu la partie que j'ai encadrée, qu'on vient là, qu'on zoome encore, alors est-ce qu'on a quelque chose? Eh bien, en fait, ce qu'on voit, ce que vous devez voir, ben, c'est qu'on ne voit rien, en fait. C'est-à-dire que cette courbe, mathématiquement, il ne se passe rien à cet endroit-là. Il n'y a pas un petit creux, il n'y a pas une petite bosse, il n'y a pas quelque chose qui pourrait manifester une différence, par exemple, biologique, hein, dans le cerveau des personnes. Donc, mathématiquement, il y a vraiment quelque chose d'arbitraire dans ces 2%. Et donc, on peut évidemment me reprocher ici que j'ai juste donné une courbe mathématique, et c'est tout à fait vrai, mais quand on passe dans les mesures, en fait, il n'y a pas vraiment de différence. Donc, quand on passe à des mesures concrètes, il n'y a pas plus, il ne se passe pas plus quelque chose à cet endroit-là sur les courbes. Donc, encore une fois, pourquoi 2%? Pourquoi est-ce qu'on ne s'arrêterait pas ici? Pourquoi pas là? Pourquoi pas à 3 sigma, 3 sigma par là? Pour l'instant, on ne sait pas. Et donc, si on continue, justement, est-ce que la particularité des hauts quotients naturels, pardon, des hauts quotients intellectuels, ce serait d'avoir vraiment des cerveaux tout à coup différents à partir de 130, ou 128, ou 137, ou on ne sait pas. Et ça, les études montrent que non. Il n'y a pas vraiment de différence. Il y a des petites différences, je veux dire, mais il n'y a pas des cerveaux différents en tout cas. Est-ce que c'est quantitatif? C'est-à-dire, est-ce que avec des mêmes cerveaux, on pense différemment? Et ça, manifestement, c'est pareil, il ne semble pas que les hauts quotients intellectuels pensent vraiment différemment. Ils pensent plus vite, ils pensent plus certaines choses, mais il n'y a pas vraiment des pensées différentes tout à coup, à partir d'un certain seuil en tout cas. Et puis, surtout, là, j'ai déjà commencé à le discuter, mais question seuil, en fait, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais il existe un grand nombre de sociétés de personnes à haut QI. Et quand on regarde dans le monde, justement, la Mensa, c'est une d'entre elles. Par exemple, Mensa, ici, c'est une association dans laquelle on rentre avec un QI supérieur à 2%, donc on est dans les 1 sur 50. Et donc le top 2%, voilà, c'est ce qui définit l'entrée à Mensa. Mais on a des associations qui définissent une entrée à 5%, donc c'est plus large. Et puis, quand on monte, on a des associations qui décident que il faut être dans les 1% pour rentrer dans Intertel, par exemple, ou dans les 0,5%, dans les 0,37, dans les 0,3, les 0,2, etc. Et plus on monte, évidemment, et plus il est difficile de rentrer là-dedans. J'allais dire au hasard, non, on va prendre celle-ci. Le top 0,1%, par exemple, là, vous avez un certain nombre de sociétés, de personnes qui se définissent comme étant à haut QI, voire à très haut QI, c'est l'expression consacrée dans le milieu, et notamment ce qu'on appelle la Triple Nine Society, puisque 999, et là, il faut être dans les 1 sur 1000. Donc, ce n'est pas le même niveau d'entrée, entre guillemets, en termes de tests par rapport à Mensa, mais il y a encore des associations qui sont plus exigeantes et beaucoup plus exigeantes, puisqu'il y a un moment, il n'y a qu'une personne sur 1 million qui réussit les tests, qui peut réussir les tests d'entrée. D'où la question, voilà. Euh, ouais. D'où la question, qu'est-ce qu'un grand QI? Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans la presse, de partout, on peut dire, oui, alors le haut quotient intellectuel, c'est à partir de 130, donc c'est une personne sur 50.
Mais une personne qui est dans cette association, elle pourrait très bien dire, mais non, pour moi, l'OQI, il ne commence pas à 1 sur 50 dans les 2%, il commence là, il commence là, il commence là, ou alors il commence même au niveau de son association. Et donc, on m'a fait remarquer il n'y a pas très longtemps que pour certaines personnes, se demander qu'est-ce que c'est qu'un gros QI, ça serait un peu comparable à se demander qu'est-ce qu'un grand arbre. C'est vrai, qu'est-ce qu'un grand arbre, ça n'a pas vraiment de sens par rapport dans le sens où tout dépend dans quelle région on va poser la question. Est-ce que ça a vraiment un sens au niveau mondial ou pas? Et puis, avoir un gros QI, il n'y a pas de... Enfin, on peut se poser la question, mais finalement, est-ce que ça fait vraiment sens? Puisqu'on trouvera toujours pour à peu près des QI supérieurs. Et puis, quand est-ce que va commencer où placer le seuil? Donc, qui est haut quotient intellectuel? Même si on parle de THQI, de très haut quotient intellectuel, de très très haut quotient intellectuel, finalement, pour moi, c'est juste une manière de déplacer la question. Et donc, est-ce que ces 2% apparaissent dans l'histoire des tests de QI dans ces cas-là? Parce que ça vient peut-être donc juste de là, hein, comme on l'a dit, avec l'histoire des 2 sigma dans les courbes. Et dans ces cas-là, on pourrait envisager que ça apparaisse de ce côté-là. Alors, le peu d'exemples que je suis allé chercher, enfin que j'ai trouvé en tout cas dans les différentes classifications du QI qui ont été proposées au fil de l'histoire, donc à partir notamment du XXe siècle, eh ben, on va voir que les répartitions proposées vont varier en fait d'une classification à une autre. Donc, on range toujours plus ou moins en base 10. Et si on regarde les classifications donc, des uns, des autres, de Piltner, de Levin et Marx, de Stanford Binet, etc., etc., il y a plein de manières de situer les gens, avec des qualificatifs pas toujours très heureux. Et en fait, il y a des différences, vraiment des différences entre les uns et les autres. Les scores ne sont pas comparables. Donc, c'est un peu le fouillis, finalement, quand on essaye d'avoir un regard un petit peu global là-dessus. Et donc, la question des 2 sigma, en fait, étant donné qu'on a comment dire, ce sont tous des ensembles de tests de psychométrie qui peuvent se répertorier sur des courbes, notamment de type loi normale, finalement, comment est-ce qu'on peut passer d'un classement à un autre, d'une classification à une autre? L'histoire des sigmas, ça peut être une réponse. Et en fait, il semble que ça a été le cas. Donc, le critère des 2 écarts types, c'est intéressant pour harmoniser ces résultats, pour savoir où on est. Parce que si une personne dit moi j'ai 150 et quelques, mais en fait c'est dans cette dans cette classification, le 150, il ne veut pas dire du tout la même chose, par exemple, pour la classification Weiss, qui est je crois, la plus répandue aujourd'hui. Donc, une exigence interne de la discipline de psychométrie a amené, en tout cas, à s'intéresser et à donner de l'importance aux écarts types. Et donc, un exemple, ce que je viens de vous décrire, mais si on le met en image, je ne sais pas si vous reconnaissez ces 2 personnages. Il y a, comment dire, un certain nombre de personnes qui doivent les reconnaître. Si ce n'est pas le cas, ce sont les 2 personnages principaux, plus ou moins, de la série de Big Bang Theory. Et en fait, ces 2 personnages sont connus pour être très hauts dans des résultats de QI, puisque Léonard sur la gauche, officiellement a 173 de QI, et puis Sheldon sur la droite a 187 de QI. Donc, c'est des chiffres qui sont très importants. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement selon quelle classification? Quand on donne les chiffres bruts, les nombres bruts comme ça, en fait, finalement, ça donne pas exactement, on ne sait pas exactement où les placer. Alors que quand on vous dit c'est l'échelle de Cattell, là, on peut commencer à se dire, ah oui, on voit à peu près, si on connaît un petit peu, mais si on ne connaît pas, on n'en sait pas plus. Donc nous, on a l'habitude d'utiliser l'échelle de Wechsler, notamment en France, qui est la plus répandue, si je ne me trompe pas. Si on fait une conversion, en fait, ça donne qu'il se retrouve avec des QI de 146 et 254. Donc ce sont de hauts QI, de très hauts QI même, mais finalement, ça permet peut-être de relativiser un petit peu les choses, puisque Léonard, par exemple, rentre tout juste dans la Triple Nine Society qui recrute à 145. Donc, c'est pour dire, le fait de pouvoir passer d'une échelle à une autre, d'une classification à une autre, ça permet à tout le monde de pouvoir un peu savoir où on en est, de comparer des cas et puis de permettre des échanges. Mais les 2 sigma, ça remonte à quand? Et donc, en résumé, pour les 2% de sigma,
On a une symétrie sur la courbe, à gauche, à droite, par rapport à la déficience intellectuelle qu'on recherchait au tout début des tests. Donc, ça peut donner l'idée de s'intéresser à ce qui se passe de l'autre côté de la courbe. Le fait d'être au-delà des 2 sigma de 2 écart-types, c'est vrai qu'il y a une certaine rareté de la population, mais on peut s'interroger sur le mot rare. Et puis, on a un outil d'harmonisation entre les différentes classifications dans l'histoire de la psychométrie qui donne de l'importance, par contre, à ces sigmas qui permettent un petit peu de s'y retrouver. Mais finalement, ça ne renvoie qu'à une courbe mathématique, la courbe de Gauss. Et donc, il y a quand même un goût d'arbitraire parce qu'on ne sait pas pourquoi, en fait. Si la courbe avait donné comment dire, des nombres différents, finalement, et ben, peut-être qu'aujourd'hui, les 2 sigma ne tomberaient pas dans les 2%, mais ailleurs. Donc, finalement, ça laisse un petit peu sur sa fin. Et donc, la question que je vais poser, c'est et Mensa dans tout ça? Puisque moi, c'est ça qui m'a intéressé dans mes questionnements, notamment de la fin de l'année dernière. Et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Donc, le critère des 2%, en fait, s'il est arbitraire, qu'on ne sait pas très bien le justifier, qu'il n'est pas vraiment officiel finalement, hein, tout le monde s'accorde sur ce critère, plus ou moins de 2% de 2 sigma, mais ce n'est pas vraiment la définition du HQI, en tout cas, je ne crois pas que ce soit quelque chose d'officiel. Moi, la question que je me posais, c'est, et Mensa, dans tout ça, quelle influence a pu avoir l'association sur ces questions? Et on a-t-il eu une d'ailleurs? Donc ça, on en reparlera justement vers la fin de cette intervention. Et la question que je me suis posée, moi, à la fin de l'année dernière, c'est que disent les... en fait, qu'est-ce que s'est-il passé au moment de la création de Mensa? Comment les premiers tests ont été mis en place? Et les premiers tests de Mensa, auxquels, quand on sait qu'on rentre maintenant dans, étant dans les 2%, est-ce qu'ils étaient à 2% dès le début? Moi, j'avoue que c'est une question, je n'avais pas la réponse. Et je me demandais où la trouver. Et c'est là que j'ai eu l'idée, en fait, en fin d'année dernière, de me dire, mais tiens, je vais aller essayer de gratter de ce côté-là et savoir est-ce qu'il existe des documents. Et je me rappelais d'un de nos membres qui nous avait donné une conférence justement sur les origines de Mensa et qui s'était appuyé sur un ouvrage. Donc, j'ai essayé un petit peu de retrouver ce livre. Et donc, la question que je me posais, c'était, est-ce que les 2% viennent vraiment de cette harmonisation psychométrique qui a fait que, ils ont été adoptés par Mensa? Ou alors, est-ce que finalement quelque chose a été défini dans Mensa et Mensa, ayant une certaine popularité, a pu influer plus ou moins, et on verra comment plus tard, pour que finalement le critère qu'ils avaient retenu eux devienne le critère un petit peu officiel et donc arbitraire. Mais alors, dans ces cas-là, d'où vient-il? Ou alors est-ce que finalement les 2% de Mensa n'ont rien à voir avec ces histoires de psychométrie? Et c'est ce dont je vous propose de discuter maintenant. C'est-à-dire comment est-ce que ça s'est décidé à Mensa? Je vous ai décrit mon cheminement de pensée pour la fin 2024. Et en fait, je vais me baser sur ce livre qui s'appelle donc The Society for the Highly Intelligent, qui a été publié en 1985 par Victor Serebriakov. Et donc, c'est la seule source que je vais utiliser parce qu'il y a tellement de choses dedans que j'ai déjà de quoi faire. Et donc, je rappelle que ce n'est pas un travail historique que je propose ici. Donc, il y a probablement d'autres livres qui ont été écrits sur l'histoire de Mensa. Et donc, il y a peut-être d'autres explications à celles que je vais proposer maintenant. Il faut savoir donc que Serebriakov, en fait, le livre est préfacé par Isaac Asimov, mais c'est marqué en bas, il était alors président international honoraire, mais c'est surtout un membre qui est rentré très tôt dans l'association, ce qui fait qu'il en a vraiment une très très bonne connaissance. Et donc son livre est très documenté, et c'est pas un membre fondateur, puisqu'il est arrivé 3 ans, je crois, après la fondation de l'association, mais il est vraiment pas loin du début de notre association. Et donc, il y a énormément de choses dans ce livre que je vous invite à lire. Donc, c'est en anglais si ça vous intéresse. Il est très difficile à trouver, donc je le redirai à la fin, mais si vous voulez le fichier PDF, je peux vous le procurer, je l'ai en tout cas. Et donc, j'ai laissé les numéros de page de temps en temps dans ma présentation, comme ça, après, comme ce sera en ligne, si vous voulez retrouver certains passages, ça sera plus simple ou grâce au diaporama. Donc, on va revenir aux origines de Mensa. Et je vais vous raconter, en gros, les origines de Mensa. Alors, du point de vue qui nous intéresse, par contre, je ne vais pas vous parler de tout, mais comme on est entre Mensans, je vais vous raconter un petit peu cette histoire. Et donc, il semble que ça commence entre 2 personnes.
Roland Beryl, qui va avoir un rôle par la suite, et Lancelot Lionel Ware, qui est aussi donc qui vont être les deux en fait à fonder l'association. Et donc ils échangent dans un train. Alors je ne sais plus si on est en 1946 ou en 1945 ou quelque chose comme ça, à propos de la notion d'intelligence. Et donc ils vont être vraiment, ils vont accrocher, ils vont beaucoup en parler. Et finalement, Roland Beryl va passer un test d'intelligence. Alors il semble que c'est même Ware qui lui a fait passer ce test. Et je me demande même, mais ça, j'ai pas la réponse, s'il n'était pas habituel d'avoir des tests qu'on passe soi-même, entre guillemets, comme ça, sans forcément passer par un psychologue. Enfin, c'est un peu bizarre. Ça revient plusieurs fois dans le livre. Et donc, Roland Beryl réussit un test d'intelligence Cattell le 11 mars 46. Donc, il est surpris du résultat qu'il a. Il a un haut résultat que je ne vous donne pas tout de suite. Et Beryl, c'est un dandy anglais. C'est quelqu'un qui a énormément d'argent, qui est vraiment, c'est un littéraire, c'est quelqu'un qui aime bien un petit peu tout ce qui relève du luxe, de la bonne société, etc. Il est assez élitiste. Et donc, il réussit ce test. Et il raconte que sa première réaction, ça a été d'un coup de se dire, mais voilà, il avait eu du mal à communiquer avec beaucoup de gens pendant toute sa vie. Il avait constaté ce qu'il appelait des difficultés de compréhension mutuelle. Et là, tout à coup, on lui dit, oui, mais vous êtes dans les hauts QI, donc vous êtes dans un petit pourcentage de la population, vous êtes rare quelque part. Et donc, ça, spontanément, sa réaction, c'est de se dire, ah, mais alors je suis peut-être différent, et ça peut expliquer pourquoi je me sens en décalage. Donc, ce sont vraiment des choses qu'on entend encore aujourd'hui. Et la création de l'association, eh ben, ça va aller assez vite finalement, a lieu le 1er octobre 46, c'est-à-dire un peu plus de 6 mois à peine après ce résultat du test d'intelligence. Je ne pense pas qu'il y ait réfléchi avant ce résultat de test, donc je pense que ça a été vraiment assez vite. Et en termes de recrutement, comment ça commence? Ben, ça ne commence pas avec des tests. En fait, il décide de sélectionner les nouveaux membres au feeling. Et oui, parce que comme il a du mal quand la compréhension mutuelle est difficile avec la plupart des gens, bah, c'est assez logique de se dire que les personnes avec qui il va avoir le bon feeling, avec qui il va y avoir une compréhension mutuelle, eh ben, pourront rentrer dans l'association. Mais bon, manifestement, c'est très vite discuté et un psychologue lui suggère l'idée d'un test d'intelligence comme critère d'entrée. Donc là, je ne suis pas sûr, mais c'est peut-être Ware qui est le premier à lui dire de plutôt utiliser un test d'intelligence. Donc ça commence comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à contacter des psychologues. Alors, je ne sais plus si ça doit se passer ça doit se passer à Londres, mais je ne sais plus dans quelle ville vit Beryl à ce moment-là. Mais on est en Angleterre normalement. Et donc, il commence à demander à des psychologues qu'ils lui signalent l'existence, je vais le dire autrement, que les psychologues signalent l'existence de Mensa eh bien, aux personnes qui viennent passer des tests ou qui passent des tests pour des raisons X ou Y et qui obtiennent un score supérieur à 155. Et donc, euh, quand il fait cette démarche, il est persuadé que 155, ça correspond à une personne sur 3000. Donc, on est très très loin d'une personne sur 50, hein, comme on a aujourd'hui pour rentrer à Mensa, c'est-à-dire 2%. Et donc en 85, hein, c'est marqué dans la préface du livre, en 85 déjà, la seule qualification demandée pour devenir membre de Mensa est d'avoir la capacité mentale de réussir à être dans les 2% de la population d'un test général d'intelligence. Donc en 85, c'est déjà officiel. Aux origines de Mensa, toujours, à droite, vous avez le premier logo qui a été imaginé pour l'association. On en reparlera un petit peu plus loin, hein. On a donc 3 personnes qui sont autour d'une table. D'abord, pourquoi l'association s'appelle-t-elle Mensa? Initialement, les personnes pensaient plutôt à un nom comme The High IQ Club. Donc réellement, pour Beryl le dandy, l'idée c'était d'avoir un petit peu un club un petit peu sélectif qui serait un petit peu élitiste et qui serait un club donc à l'anglaise, on ne rentre pas n'importe quand dedans. Et il y a certaines valeurs un petit peu aristocratiques qui seraient présentes dans cette société. Donc la société en question a beaucoup évolué et je crois que les idées n'ont pas eu beaucoup de succès, en tout cas au début. Assez rapidement, ça a dû être abandonné pour s'ouvrir bien plus largement à la population. Et bon, dès le début, ils se disent qu'ils aimeraient, enfin, c'est Beryl qui aimerait publier un mensuel, alors dès qu'il y aura 30 membres. Donc au début, c'est allé assez lentement. Et je l'ai marqué juste pour le fun,
Le premier bulletin, puisque les bulletins, c'est toute une histoire dans l'association, le premier bulletin aurait pu s'appeler mens, puisque mensa, mens, et c'est l'esprit en latin. Et ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Parce qu'on lui a fait remarquer tout de suite que men, ça pouvait un peu faire penser à men only. Donc c'est une anecdote qui est réelle, hein. Et donc ça risquait de laisser croire en fait que c'était une association qui ne recrutait pas sur le QI, mais plutôt sur d'autres critères, on va dire. Donc finalement, le bulletin ne s'est pas appelé MENS. Une autre idée aussi, il semble que Beryl y était un petit peu sensible aux origines de Mensa, c'est que Mensa, dans la sonorité, on la retrouve dans la phrase mens sana in corpore sano, c'est-à-dire un esprit sain dans un corps sain. Ça a pu jouer aussi dans le choix du nom Mensa. Mais pour Beryl, Mensa, c'est d'abord la table en latin. Et donc, pour lui, c'est une table ronde, c'est-à-dire qu'on est tous à égalité autour de cette table et on est à égalité de sélection, notamment, la sélection de l'entrée. Et puis, selon lui, donc on est vraiment dans un autre monde, hein, dans les années 40. Donc, il aurait dit que, en plus, Mensa, table, c'est le premier mot de latin qu'on apprend à l'école. Alors moi, dans mon histoire, c'est plutôt rosa, rossam, rossas, c'est plutôt la rose, mais bon, c'était en tout cas, voilà, c'est des critères qui ont joué vraiment, semble-t-il, aux origines. Mais les psys qu'il a contactés, finalement, lui renvoient très peu de monde, parce que le score demandé est manifestement très haut. Et donc, les mois passent, et déjà en novembre 47, donc plus d'un an après la création, il n'y a que 30 membres. Donc, il déplore un peu ce résultat. En même temps, lui avait l'idée d'un club un peu sélectif, donc ça lui faisait pas peur de limiter l'association à un certain nombre. Par exemple, à 600. Je ne sais pas pourquoi il avait pensé à 600. Et donc Beryl espérait, lui, vraiment un développement discret, comme je viens de le dire, voire secret. Et puis finalement, il abandonne l'idée, probablement parce que les autres personnes n'étaient pas vraiment d'accord. Et il commence à envisager des petites annonces ici et là. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé finalement avec les psychologues. Et je pense, si j'ai bien compris, que l'idée c'était de distribuer un petit peu des brochures, des tracts. Enfin bon, on est vraiment dans le développement, tout début d'une toute petite association. On est très très loin du Mensa d'origine. Et fin 49, c'est là qu'arrive Serebriakov à Mensa. Et donc, comment rentre-t-il à Mensa? Eh bien, je vous dis, c'est des procédures qui n'ont plus lieu aujourd'hui. En fait, il a reçu un test, il a manifesté son intérêt. Beryl lui a envoyé un test et il a réalisé lui-même le test chez lui, tout seul. Et donc, je ne sais pas exactement ce qu'il y avait dans ce test. Et donc, l'idée, c'était de faire le test, je pense, et de le renvoyer à Beryl pour qu'il le corrige. J'imagine que ça se passait comme ça. Et il semble que Beryl a recruté 400 personnes pendant toute sa carrière, entre guillemets, à Mensa, par des autotests de cette sorte. Dans la réponse que lui fait Beryl, il lui écrit qu'il a franchi la barre à la hauteur arbitraire à laquelle ils l'ont fixé. Donc Beryl, pour lui c'était déjà clair dès le début, hein, la barrière en question, le 155, c'était arbitraire. Ça aurait pu être un autre nombre. Et donc, il n'y avait pas de raison vraiment, je dirais, forte, à part que ce nombre, en fait, était le résultat de son propre test à lui. Et donc, le courrier que devaient recevoir les gens qui réussissaient le test expliquait ils espèrent que la personne qui rentre dans l'association mettra ses dons extrêmement rares au service de son pays et de l'humanité. Ça, c'est toujours présent dans l'association aujourd'hui. Une brochure accompagnait le courrier, et dans la brochure, on parlait d'une aristocratie intellectuelle dont les opinions et les conseils pourraient être utiles au pouvoir en place. Donc, vous voyez, il y avait vraiment cette idée d'essayer d'influer sur la société, peut-être au niveau politique, mais avec des idées vraiment très, très élitistes. Et donc, la première gouvernance, entre guillemets, de l'association, parce que les élections à Mensa, c'est pareil, c'est toute une histoire. Beryl dirige Mensa, puisque c'est lui qui l'a fondé, et puis il n'y a pas grand monde au départ. Mais au bout d'un moment, une commission de l'association réclame une organisation en fait, qui soit moins indépendante de lui, moins subjective, entre guillemets. Et donc, il propose que tous les 6 mois, un tirage au sort désigne une sorte de comité exécutif. Alors, c'est moi qui utilise le mot comité exécutif, parce que c'est celui qu'on utilise aujourd'hui un peu. Mais la décision passe, et donc ça commence comme ça. Je ne sais pas la date, par contre. Le résultat est catastrophique. Comment? Quelqu'un a la date?
Donc, je disais, le résultat est catastrophique. Il raconte qu'en fait, finalement, ben oui, des gens se sont désignés ou ont été désignés, en plus par tirage au sort, pour diriger l'association. Mais en fait, ben, c'est peut-être un petit peu comme aujourd'hui. C'est pas évident de trouver le temps de gérer ça. Et donc, grosso modo, ils sont finis par conclure qu'une grande intelligence ne remplace pas le désir et la capacité de servir au collectif. Il ne suffit pas d'être très intelligent, il faut encore avoir des motivations pour s'investir collectivement. En 1951, 5 ans après la création, on a 242 membres, dont 47 femmes. Donc, ouais, en 5 ans, ça ne fait pas beaucoup de monde. On a les premières luttes de pouvoir qui apparaissent dans l'association, et notamment parce que les idées de Beryl sont assez excentriques. Je ne sais plus si je le mets, oui, je l'ai mis là. En fait, pour donner un exemple, donc, dans une interview, il explique que l'astrologie serait à l'origine de la date de création de Mensa pour son 50e anniversaire. Donc, moi, ça m'intéresse, ça, j'aimerais bien savoir, en savoir un peu plus, mais je n'ai pas pu trouver plus d'informations là-dessus. Je ne sais pas comment il a choisi la date de création de Mensa, mais si ça se trouve, il y a une raison astrologique là derrière. Et il semble donc qu'il s'intéressait à plein de sujets un petit peu, comment dire, qui s'éloignent d'un scepticisme, entre guillemets, ordinaire. Et il semble aussi que dans sa toute première conversation avec Ware en 1946, quand il parlait d'intelligence ou de chercher à sélectionner des gens, eh ben, si Ware partait plutôt sur un test de QI, Beryl, lui, ce serait plutôt, comment dire, serait plutôt allé du côté de la phrénologie. Et de mémoire, la phrénologie, c'est la forme du crâne qui doit, selon ceux qui y croient, définir l'intelligence des gens. Donc, heureusement, on est parti du côté du test du QI. Et arrive la bourde, j'ai appelé ça la bourde. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, vous avez compris que Beryl, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout matheux, et donc il est plutôt littéraire, et personne n'avait vérifié un petit peu ses dires. C'est lui qui avait lancé l'idée qu'il y avait une personne sur 3000 qui rentrait à Mensa. Et en fait, donc, c'est Serebriakov, je crois, qui allait vérifier un petit peu à cette époque-là ce qui s'était dit. Et donc, le 155, manifestement, il y avait une erreur de calcul déjà, parce que ça ne correspond jamais à 1 sur 3000 dans n'importe quelle classification, mais surtout, en fait, Beryl avait dû se tromper et se référer à l'échelle de Wechsler, qui se limite à 160. Donc 155, on est au niveau de Sheldon. Et en fait, eh ben non, c'est sur l'échelle Cattell qu'il fallait comprendre ce 1 sur ce 155. Et donc, pendant un moment, les médecins ont été convaincus d'être dans les 1 sur 3000, donc c'était quand même très prestigieux d'être dans l'association pour les personnes qui y étaient. Et puis, jusqu'à ce que Serebriakov découvre justement, j'ai déjà donné la chose, qu'en fait, le 155 donc de Beryl, qui doit être le résultat de son test, sur l'échelle Cattell, c'est 155, et sur l'échelle Wechsler, c'est plutôt du 134-135. Donc, on est très très loin de Sheldon. Et en fait, manifestement, on est plutôt à 1%. Et donc, Serebriakov raconte dans son livre que quand il a compris ça, il s'est dit, comment est-ce que je vais l'annoncer à tout le monde? Et donc, il devait y avoir une réunion ou une assemblée pas loin. C'est à ce moment-là qu'il a révélé la chose. Et en fait, il explique que bon, il y allait tout doucement. Il a annoncé ça aux gens. Et donc, la réaction a été assez froide, comme il dit. Ça a été assez froid. Mais bon, c'est passé. Ça s'est bien passé quand même. Et donc, d'un coup, les membres de Mensa ont compris qu'ils n'étaient pas dans les 1 sur 3000, mais dans les 1%. Alors, dans les 1%, on peut aller jusqu'à 1 sur 1000, 1 sur 3000, évidemment. Mais en tout cas, la barre d'entrée, ils ne côtoyaient pas des gens qui étaient dans les 1 sur 3000. Donc, ça fait des surprises. Et surtout, on n'est toujours pas dans les 2%. Donc, cette erreur, je crois que c'est les 1 sur 3000, elle est présente dans les premières publicités de Mensa. Si je n'ai pas trouvé de photos, d'images, mais en tout cas, elle apparaît sur les brochures. Et voire même, il y a des gens qui ont reproché à l'association d'avoir voulu en fait, frauder sur l'intelligence ou alors faire de la mauvaise science, tout mélanger, dire n'importe quoi, etc. Alors oui, bon, ça a été une erreur au départ, mais elle a été assez vite quand même corrigée. Et donc, c'est juste pour l'anecdote. Si on change toujours aux origines de Mensa, qu'on s'intéresse aux tests maintenant, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse aujourd'hui, et aux petites annonces, parce que ça va avoir une incidence, jusqu'en 1950, les tests sont gratuits. Il ne faut pas oublier que Beryl, c'est quelqu'un de très riche, donc il peut financer un petit peu tout ça. Et fin 53, il y a quand même une trésorerie à Mensa, et donc pour donner une idée, il y avait 25 livres sterling dans la trésorerie.
Donc, on avance tout doucement et ce n'est pas vraiment de l'enrichissement. Et à ce moment-là, on a l'idée d'une publicité pour Mensa. Et ce qu'il y aurait d'original dans cette publicité, c'est de présenter la chose pas seulement en disant venez vous tester pour faire partie de l'association des personnes à haut QI, mais l'idée, ce serait un petit peu d'attirer la personne, c'est un petit peu du marketing, de présenter la chose en disant venez en fait tester votre QI. Et puis que vous rentriez ou pas dans l'association, vous le connaîtrez. Et donc là, ça permet d'attirer un peu plus l'attention, peut-être un petit peu plus de candidats. Et donc, dans ces nouvelles publicités, on va commencer à dire ça, après ça va être tout le temps, de dire aux gens, vous pouvez connaître votre QI en venant passer le test de Mensa, et qui au début donc est gratuit. Et puis, par contre, dans l'annonce retire toute référence aux idéaux humanistes de l'association. Petit à petit, on va dire, les choses avancent. Et donc, comment faire encore plus connaître Mensa? L'idée, c'est de faire passer des petites annonces, je pense que c'est dans la presse. Et comme il ne doit pas y avoir vraiment de bureau et d'adresse officielle, ou ça ne doit pas être pratique de donner une adresse, je vais le dire autrement, c'est peut-être une adresse qui fait un petit peu ordinaire, on se dit, mais et si, comme adresse de l'association, on indiquait un laboratoire de psychologie, par exemple. Et donc, comme ils connaissent un universitaire, peut-être qui est même membre de l'association, ah oui, c'est dans The Observer qu'ils vont faire passer une publicité en disant, eh bien, pour en savoir plus, écrivez-nous, et ils mettent l'adresse du laboratoire de psychologie de l'université. Alors, c'est le genre de truc, c'est encore du marketing, hein, ça va bien marcher. On a des centaines de personnes qui répondent. Bon, il parle de 1400. Et résultat, le directeur du laboratoire, lui, est furieux quand même contre cette instrumentalisation de la chose. Et donc, c'était un jeune chercheur, manifestement, qui était là au milieu. Et donc, bon, je crois qu'ils l'ont pas refait par la suite, mais c'est pour dire, on tente des choses pour essayer de faire connaître l'association. Et donc, ces tests qui sont gratuits sont aussi très chronophages, semble-t-il. Et puis, il y a quand même pas mal d'échecs, ce qui fait que les bénévoles, dont Serebriakov, qui gèrent un petit peu les tests, se fatiguent. Le sentiment d'usure dans les associations, c'est quelque chose de commun. Et ils développent un petit peu un sentiment de beaucoup de travail pour rien, parce que c'est quand même du bénévolat. Et donc, l'idée, c'est de rendre payants les tests. Ça pourrait permettre de... Je suis désolé, je ne vois pas ce que j'ai écrit, parce que j'ai un truc sur l'écran. Je reviens en arrière. Tac. Voilà. Ça permettrait de dédommager notamment le testeur pour le temps qu'il y passe. Et donc, petit à petit, en fait, Serebriakov se rend compte que malgré ça, les cotisations, les tests, tout ça, ça coûte cher. Peut-être aussi qu'on est après le décès de Beryl en 62, je ne sais plus. Et donc, il faut financer la publicité, donc financer les tests. Et l'argent, c'est un mot un petit peu tabou dans l'association. Alors, il fonde de lui-même une petite entreprise de tests d'intelligence, avec comme produit dérivé Mensa. Et donc, puisque chacun payait pour connaître son QI, c'était un petit peu donnant-donnant. Et donc, les tests donnent lieu à la création d'une entreprise. Alors, il précise qu'il n'a jamais gagné d'argent avec cette activité, que ça couvrait à peine ses dépenses, je ne sais pas. Et c'est vrai que lui n'avait pas du tout la même approche que Beryl. Comment dire, ça n'intéressait pas d'avoir une association intellectuellement snob. Lui, c'est plutôt la recherche qui l'intéressait. Et petit à petit, il se forme aux techniques statistiques d'échantillonnage. En 58, comment dire, il commence à se poser des questions, à se dire, mais le test qu'on utilise, finalement, qu'est-ce qu'il vaut vraiment? Et est-ce qu'il teste vraiment à 1%? Parce que finalement, et là, pareil, j'ai pas trouvé de source. Ce test-là, est-ce que c'est un test un petit peu maison? Est-ce qu'ils ne savent pas exactement d'où il vient? Je ne sais pas. Et donc, ils aimeraient, c'est Serebriakov qui doit le proposer, superviser le test, c'est-à-dire faire tester le test de Mensa. Finalement, pour rentrer à Mensa en 58, il faut être dans les combien, dans quel pourcentage de la population? Est-ce que le test teste bien à 1% ou à moins, à plus? Donc, que vaut le test de Mensa? C'est flou. Et donc, pour savoir, 2 sessions de test sont organisées avec 2 fois 30 mensans, manifestement, donc des gens qui avaient déjà réussi le premier test, le test de l'association, donc qui pour eux était au 99e percentile, c'est-à-dire dans les 1% de la population. Et le résultat, il score dans le 98e percentile, c'est-à-dire que le niveau du test supervisé, c'est 2%. Donc,
officiellement, le test de Mensa qui était utilisé, eh ben, finalement, comme aujourd'hui, était à 2%. Il sélectionnait les 2% les plus hauts qui réussissaient les tests. Et pour moi, c'est quelque part rien que pour ça que je donne cette intervention. Je me demande si l'origine des 2%, donc très arbitraire, se trouve ici, en fait. Et c'est donc en 1958. Parce que finalement, comment dire, alors, ouais, bon, je prends un peu d'avance, mais c'est pas grave. Imaginez que le score, que finalement le test comment dire, était supervisé à 3%. Et ben finalement, est-ce que l'association serait restée à 3%? Est-ce que les OQI auraient été définis avec un seuil de 3%? En tout cas, est-ce que Mensa aurait milité pour ça? C'est vraiment une question. S'il avait été à 1%, est-ce que le test d'entrée à Mensa aujourd'hui serait à 1%? Vraiment, là, il y a un coup de dé, si vous voulez, qui, pour moi, vraiment explique très bien, en tout cas, l'arbitraire des 2% s'il a eu une influence. Et donc, la question qui se pose très concrètement à l'époque, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous, on était certains de recruter à 1%, et puis on se rend compte que le test recrute à 2%. Donc, il y a toute une frange de la population des membres qui se situe entre 2 et 1%. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Et donc, on imagine les débats au sein de l'association. Et est-ce qu'il faut que tout le monde repasse un test supervisé à 1% pour être sûr de sélectionner 1%? Mais bon, humainement parlant, quand même, alors que des amitiés se sont faites, que vraiment des affinités se sont un petit peu forgées entre les personnes, est-ce que ça ne serait pas quand même risqué de rejeter un grand nombre de membres? Et puis, vraiment, humainement parlant, enfin, ça serait dur quand même comme décision, voire même contraire un petit peu aux idéaux de l'association, de laisser des gens sur le côté de la route, alors que manifestement, jusque-là, il n'y avait pas de problème. Donc finalement, on décide que non, c'est pas possible, et donc on va rester, alors sinon avec le même test, en tout cas avec un test qui va sélectionner à 2% comme critère d'entrée. Donc c'est vraiment comme ça, manifestement, que les 2% se sont décidés au final, malgré quelques rebondissements, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le critère d'entrée à Mensa, c'est 2%. Donc on est passé, enfin, ils sont passés de 1 sur 3000 à 1 sur 50, enfin à 1 sur 100, puis à 1 sur 50, et manifestement, comme ça s'est passé, c'est pas en se documentant sur les études psychométriques et en se demandant quel serait le meilleur seuil à adopter pour entrer à Mensa. Ça s'est pas fait comme ça, en tout cas. Ensuite, l'association grandit. Elle atteint manifestement un plateau de croissance. Alors, c'était en 56. Et donc, les publicités dans la presse vont arriver juste après, semble-t-il. On a les premières élections à Mensa où on a un comité qui est réélu en bloc jusque-là. Donc maintenant, on va pouvoir organiser des vraies élections. On a le développement du business des tests qui continue. On a de nouveaux tests qui arrivent dans l'association. En 1961, donc au bout de 15 ans, il y a 1500 membres, 1550, mais en 67, 15 000. En 85, 79 000. Donc ça montre, enfin ça monte, mais bon, après, on est 18 ans après. Et donc, en 85, ce sont les chiffres qu'on a pour la sortie, enfin, pour la publication du livre. Donc, dans le livre, il parle de 79 000 membres à ce moment-là. On commence à développer l'association aux États-Unis, et puis ça devient tellement compliqué à gérer pour des bénévoles que finalement, on décide que les Mensa nationales seront indépendantes, qu'elles s'auto-géreront. On ne peut pas tout gérer depuis le Royaume-Uni. Donc, dans les années 70, si j'ai bien compris, on a 1200 membres ailleurs qu'en Angleterre, donc surtout aux États-Unis probablement. 2600 en 1963, c'est pas possible, donc j'ai dû mélanger, j'ai dû inverser les chiffres. Et donc, il semble que la naissance du logo officiel a daté de juin 69. Alors je dis il semble parce que donc le logo, je l'ai déjà montré tout à l'heure ici, et vous voyez qu'il date de 1946. Alors est-ce qu'ils ont repris un logo de 1946 pour, comment dire, l'adopter en 69? Donc je ne pense pas. Par contre, il a dû être reproposé peut-être. Et pourquoi est-ce que je m'y attarde? Parce que c'est vrai que si on regarde un petit peu ces personnes avec ces drôles de formes là sur la tête, il y a des gens qui ont fait remarquer tout de suite que ça faisait un peu Ku Klux Klan, ce qui était peut-être pas très bon pour l'image de l'association. Et donc, bon, la table ronde, le M probablement de Mensa qui est ici. Et donc, je ne sais pas quel logo a été retenu à ce moment-là. Et puis, dans les petites anecdotes marrantes, en fait, pour faire la publicité, il y a quelqu'un qui a décidé, alors je ne sais plus dans quel pays c'était, mais de publier un test, carrément, le test qui était utilisé pour recruter des membres, il l'a carrément mis, je ne sais plus si c'était dans un livre ou dans un article,
mais sans se rendre compte qu'en fait, en publiant le test, il détruisait le test, puisqu'on ne pouvait plus après le proposer à du recrutement, puisque n'importe qui aurait pu en connaître le contenu auparavant. Et donc, bon, c'est un truc, c'est une aventure qui est arrivée. Donc, réellement, il y a eu une volonté de construire médiatiquement, j'ai envie de dire, le portrait du Smart HQI, le haut quotient intellectuel intelligent. Et vraiment, Mensa, c'est donner les moyens, publicitairement notamment. Et donc, moi, je pense que c'est important pour la question que je traite maintenant. Euh, c'est Serebriakov qui écrit qu'à propos de la publicité, il explique il y a une très bonne publicité, il y a une bonne publicité, il y a une mauvaise publicité. La très bonne publicité, bah, c'est quand on se prend un petit peu des coups. Alors ça fait beaucoup parler en fait, donc c'est une très bonne publicité. Il y a une bonne publicité quand... alors non, je me suis trompé. Non, il y a une très bonne publicité quand on parle de nous, mais qu'on ne prend pas de coups. Mais c'est quand même une bonne publicité de prendre des coups parce qu'il y a des gens qui vont critiquer l'association, et ça fait parler. Et la bad publicité, la mauvaise publicité, en fait, bah, c'est quand personne ne parle de vous, quoi, quand il n'y a pas de publicité. Donc, Mensa a vraiment été attentif à observer ces principes. Donc, réellement, faire connaître l'association, ça a été un vrai moteur longtemps dans l'association. Et donc, pendant longtemps, c'est le comité qui aidait au travail de routine des tests, du recrutement, etc. Et quand Serebriakov s'est organisé, il a monté une équipe dédiée aux tests, ce qui a laissé du temps au comité justement pour organiser la croissance de Mensa. Et donc, et ben là, ils ont commencé à être très, très actifs. Donc, on a déjà vu qu'il y avait des petites annonces dans la presse qui proposaient un test gratuit afin de connaître son QI. C'était un petit peu l'argument marketing. Et puis, petit à petit, on a eu des interviews à la télévision, à la radio. Les médias ont joué le jeu et le nombre de membres donc, a grimpé en flèche à partir manifestement de la fin des années 50 et du début des années 60. Plusieurs livres ont été publiés par Serebriakov et notamment l'un d'entre eux, qui s'appelait How Intelligent Are You, a vraiment je sais pas, attiré l'attention du tabloïd de Daily Mirror qui en a tiré une chronique quotidienne pendant une semaine. Et pendant une semaine, en fait, on avait une petite chronique qui s'appelait Are You a Secret Super Brain? Est-ce que vous êtes un super cerveau qui s'ignore, je pense, et qui rencontre un gros succès, ce qui va se traduire par vraiment beaucoup de contacts pour du recrutement. Donc, on est encore dans des arguments marketing. Pour donner une idée, il semblerait qu'ils ont reçu 70 000 réponses. Et donc, à tel point que Mensa Grande-Bretagne n'a jamais réussi à répondre à tout, à traiter toutes les demandes, ça n'a pas été possible. Mais ça a été vraiment un gros coup, manifestement. Et donc, le portrait du HQI à ce moment-là, c'est une personne, alors évidemment, c'est très positif, intelligente, cultivée, ouverte d'esprit, positive et au moins un peu idéaliste. Donc, si on a envie d'aider ou de sauver le monde, c'est quand même mieux et qui est attiré par l'innovation et bien sûr qui se trouve au-delà des 2% dans un test d'intelligence. C'est réellement la définition implicite du haut quotient intellectuel selon Mensa. J'arrive à la fin bientôt de mon intervention. Et donc, est-ce que ces 2% viennent littéralement de Mensa? Je remets à droite toutes les autres associations qui existent de par le monde, qui n'ont pas le même critère d'entrée du 2%. Donc, d'un côté, si on revient un petit peu sur ce que j'ai dit, on avait l'histoire des deux sigma sur la courbe de Gauss mathématiquement qui permettent de définir des zones de rareté qui peuvent servir de seuil. Mais comme je l'ai dit, je ne me rappelle plus, mais je crois que j'en ai parlé. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, Est-ce que chercher à définir un haut QI, c'est pas chercher à définir ce qu'est un grand arbre? C'est pas du tout évident. Et comment dire, surtout en une période au tout début de Mensa où en fait les personnes à haut quotient intellectuel sont dispersées dans la société. On ne sait pas comment les trouver. Et donc, définir un haut quotient intellectuel comme quelqu'un qui peut entrer à Mensa d'abord, eh ben, ça peut influencer vraiment la manière de se représenter les choses. Et donc, j'ai envie de dire, au fil des dizaines d'années, est-ce que la personne à haut QI pouvait être autre chose qu'un Mensan ou qu'une Mensane? C'est-à-dire, est-ce que petit à petit, l'association, un petit peu par son prestige, n'a pas imposé, plus ou moins malgré elle, qu'un haut quotient intellectuel, ce soit quelqu'un qui entre à Mensa, c'est-à-dire qui soit dans les 2%. Et dans ces cas-là, on a vu comment ça s'est décidé, c'était vraiment arbitraire.
Donc, je le rappelle, hein, il y a beaucoup d'autres associations qui sont aussi des personnes à haut quotient intellectuel, mais qui ne recrutent pas à 2%, qui ne recrutent pas à 2 sigma. Donc, pourquoi 2 sigma? Pourquoi 2%? Donc, est-ce qu'il y a eu une auto-validation par Mensa? Si la supervision du test avait donné 1%, est-ce qu'aujourd'hui le seuil ce serait 1% pour être un haut quotient intellectuel? Et dans ces cas-là, eh ben, le 2 sigma, on n'en parlerait pas, ou on en parlerait autrement. Et puis 1%, 3%, ça pourrait être autre chose. Donc en résumé, ces 2%, enfin, quelque part, dès le début des travaux en psychométrie, quand on a cherché à définir, à localiser la déficience intellectuelle grâce à ces tests, on avait la partie des 2% sur la gauche, définie par les 2 sigma, mais des résultats les plus bas. Et donc, en allant de l'autre côté, on trouve les résultats les plus hauts. Ça permet en tout cas de chercher dans cette zone et voir qu'il y a des gens qui réussissent très bien les tests, qui ont des hauts quotients intellectuels, même si on ne sait pas où elle commence, la zone. Le fait d'être au-delà des 2 sigma mathématiquement dans n'importe quoi, ça permet de définir un petit peu une zone de rareté des résultats. Mais on peut se poser la question, hein, 2%, est-ce que c'est vraiment rare finalement? On sait que dans toutes les classifications qui ont été créées pour mesurer l'intelligence de par le monde depuis le début du XXe siècle, étant donné qu'elles ne se rejoignaient pas dans les mêmes résultats, le fait d'essayer d'harmoniser tout ça, par exemple en passant par les écarts types, par les 2 sigma en question, c'était un moyen qui permettait de passer aisément des résultats d'un test à un autre. Donc ça a joué forcément, en tout cas, dans le succès des 2 sigma. Mais par contre, ça ne renvoie qu'à une courbe mathématique, une courbe théorique, une courbe quelque part arbitraire qui ne dit rien sur l'être humain ou éventuellement sur sa biologie. Et donc, dans l'histoire, moi j'ajoute un peu l'amateurisme des débuts de Mensa et le fait qu'on se retrouve avec comment dire, un test qui sélectionne à 2%, mais qui aurait très bien pu sélectionner autrement, sans parler du fait que les Mensans de l'époque auraient pu aussi décider de rester à 1%, mais il aurait fallu exclure des membres. Et donc le 2% vient du fait qu'on n'a pas voulu exclure des membres, ce qui est quand même incroyable si ça a pu jouer par la suite. Et donc, on a vu que Mensa a beaucoup travaillé vis-à-vis des médias. Elle a essayé vraiment de se faire énormément connaître. Et finalement, est-ce que c'est pas Mensa qui a vraiment joué, qui a vraiment eu de l'influence pour qu'on finisse par considérer qu'un haut quotient intellectuel, c'est quelqu'un qui a obtenu un résultat qui est au-delà des 2% des résultats généraux? Vraiment, je pose la question et ça pourrait vraiment expliquer, j'ai envie de dire arbitrairement, l'origine de l'arbitraire actuel de ce seuil, ni plus ni moins. Voire même rappeler que finalement, il y a pas de seuil, que ce seuil n'existe pas vraiment. Donc voilà l'histoire que je voulais vous raconter par rapport un petit peu à la source que j'ai trouvée, moi, en essayant de répondre à cette question et dont j'ai jamais entendu parler auparavant. Donc, je rappelle que je me suis basé juste sur un livre qui raconte vraiment dans le détail la création de l'association, mais il y a probablement d'autres sources, que ce n'est pas mon domaine de compétence, hein, donc je ne prétends pas, comment dire, donner une information scientifique sur le sujet, historiquement parlant. Et puis, si vous avez d'autres informations, je suis preneur, ça m'intéresse. Et puis, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vraiment l'hypothèse de l'influence médiatique de Mensa, ça peut compter dans cette histoire sur les chercheurs, sur les médias, etc. J'ai envie de dire, je vous donne la parole et je rappelle aussi que j'ai le fichier PDF du livre et donc si vous le voulez, n'hésitez pas à me le demander et puis je vous le ferai parvenir. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Serge. C'était très intéressant. Super. Peut-être, comme on va couper l'enregistrement, si les abonnés à la chaîne YouTube veulent te contacter, peut-être tu peux donner ton adresse mail éventuellement avant qu'on en coupe l'enregistrement. Comme ça, ils pourront te demander des informations. Oui, alors moi, on peut me trouver facilement sur les réseaux. Je suis Serge Brett Morel et mon pseudo, on peut me trouver avec Astrocept sur Internet. Donc Astro, A-S-T-R-O, et Sept comme le début du mot sceptique, c'est-à-dire S-C-E-P-T. Donc avec Astrocept, on peut me contacter sur tous les réseaux et puis même par mail assez facilement. Ok, très bien. Bon, écoute, merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute. Je vais arrêter la vidéo et on va continuer notre échange en hors ligne. Voilà. Avec plaisir.
arrêter. Alors attends, je vais essayer d'arrêter. Voilà. Hop, arrêter l'enregistrement.